Oui, c'est mieux comme ça. Bonjour à tous, donc Dr Thibaut Pradal. Je vais vous parler des RMM. Et du coup, ça tombe bien que vous soyez tous venus ici, puisque en fait, aujourd'hui, vous êtes venus faire une RMM avec moi. Je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Et comme je vois déjà que j'ai des confrères urgentistes, au fond, qui sont un peu stressés par le cas qu'on va traiter aujourd'hui, je vous rassure, on va faire comme préconise l'HAS, c'est-à-dire que nous n'archiverons rien de cette RMM, mais uniquement le plan d'action. Et puisque la RMM n'a pas vocation à être archivée dans les services, ni son compte-rendu à être présent dans le dossier médical du patient dont il est question aujourd'hui. Par contre, le plan d'action, lui, on le mettra dans notre dossier du service, plan d'action en cours et terminé. Alors, je suis également très content que vous soyez tous venus à cette RMM, parce que ça veut dire que vous avez compris un truc, c'est qu'on fait des erreurs, comme Jean-Étienne Bazin l'a dit, et aujourd'hui, on a tous décidé et compris que si on ne fait rien, eh bien, ça recommencera. Et donc aujourd'hui, à la fin de cette RMM, on va proposer un plan d'action, le faire, et comme ça, lorsque ce même cas se représentera, eh bien, il n'y aura pas d'événement indésirable grave. Et donc, vous avez bien compris pourquoi je vous ai tous réunis aujourd'hui. C'est pour parler de Madame S, 85 ans, qui est décédée suite à l'admission aux urgences pour un traumatisme thoracique et qui est décédée d'un choc hémorragique dans le service de réanimation il y a quelques semaines. Moi, pour faire cette RMM, j'ai été assez simple finalement. J'ai suivi ce que dit l'HAS, c'est-à-dire il faut être systématique. J'ai commencé par recueillir la chronologie des événements et je ne vais pas y passer 2 heures avec vous aujourd'hui parce que cette chronologie, c'est simple. J'ai rencontré tous les acteurs qui étaient finalement en charge de cette patiente, directement ou indirectement. En plus, j'ai été aidé par Madame Couteau aujourd'hui, qui m'a aidé finalement dans le recueil de cette chronologie. Et cette chronologie, elle est actée, donc on ne reviendra pas là-dessus. Ensuite, j'ai recherché les causes immédiates. Et ça, les causes immédiates, c'est comment est-ce que c'est arrivé. En général, c'est des erreurs humaines. Et puis, on ne s'est pas arrêté là. Je suis allé chercher des causes profondes, j'ai recherché des barrières, j'ai analysé la littérature et les recommandations sur le sujet pour vous proposer un plan d'action auquel j'espère que vous, peut-être, vous aurez également des suggestions à me faire. Voilà. Alors, voilà succinctement le cas, et encore une fois, je vais aller vite dessus. L'idée, c'est que c'est une patiente, Madame S, elle est venue à 10h30 aux urgences parce qu'elle avait chuté sur un trottoir. On lui a fait une radio pulmonaire, pas de scanner parce qu'on n'en recherchait pas une utilité diagnostique importante, et la radio pulmonaire était normale. Cette patiente a désaturé, et donc l'urgentiste a été appelé, et devant cette désaturation dyspnée chez une patiente avec un traumatisme thoracique léger, il a demandé l'avis de l'interne d'orthopédie par téléphone. Vous avez vu, tout est anonymisé, je ne cite pas de médecins par leur nom, même si certainement ils se reconnaîtront. Et du coup, par téléphone, il n'est pas venu au final, cet interne d'orthopédie, mais en même temps, la patiente s'est améliorée grâce à l'oxygène, peut-être, et donc elle a pu être mutée dans un service. Alors comme on a un bed manager, c'était facile, il y avait une place en cardio, il n'y avait pas de place en pneumo, c'est bien là où on aurait aimé la mettre, mais du coup elle est en cardio, et ça tombe bien parce qu'ils ont de l'oxygène en cardio, et donc du coup en cardio, elle s'est à nouveau dégradée, alors qu'elle avait de l'oxygène, donc on a appelé le pneumologue, et le pneumologue il a dit faites des gaz du sang, et puis un scanner. Alors le scanner, il a été fait très très vite, ça c'est bien. Et on ne l'a pas injecté parce qu'on n'avait pas la créatinine, et apparemment c'est important d'avoir la créatinine pour injecter les scanners, d'avoir une réaction entre les deux. Et du coup, quand même, sur le scanner, il y avait un volet costal avec un hémothorax. Le radiologue a pris son téléphone et a appelé le médecin cardiologue pour lui dire écoute, c'est grave, ce qu'il y a sur le scanner, c'est quand même un traumatisme thoracique grave. Et donc le cardiologue, lui, a appelé l'interne de réa qui tout de suite a accepté la patiente dans le service. On a réalisé en réanimation finalement un drainage thoracique, transfusion, et là on s'est rendu compte que la patiente était sous Pradaxa. Donc Pradaxa, on s'est un peu le réversé, donc on l'a un peu fait, et finalement elle a continué de se dégrader, donc on l'a intubée, et elle a fait un collapsus suite à cette intubation, et la patiente est décédée, on n'a pas réussi à la réanimer. Alors si on a choisi ce cas pour la RMM, déjà c'est parce que c'est quelque chose de grave. En RMM, je vous propose qu'on ne traite pas, même si on pourrait, c'est peut-être plus l'objet des CREX, mais en tout cas, on traite les choses où ça s'est vraiment mal passé en termes de morbidité ou de mortalité. Et puis on le traite aussi parce qu'on a tous l'espoir que si cette patiente, du moins sa cousine, revient aux urgences sous Pradaxa avec un traumatisme thoracique léger, elle n'en mourra pas. Alors, les causes immédiates, on a dit c'était le pourquoi. Les erreurs humaines, elles sont faciles à détecter a posteriori,
Mais si on s'arrête là pour traiter cette ERMM, du coup, c'est ultra stigmatisant. Parce qu'en gros, on va dire, bon, c'est facile, il n'y a pas besoin de faire une ERMM. Si l'urgentiste avait demandé un scanner, on n'en serait pas là. Bon, moi, j'en suis pas du tout sûr. L'orientation aussi, elle est discutable. Si on avait mis directement la patiente en pneumologie, on n'en serait pas là. C'est pareil. Bien sûr qu'idéalement, j'aurais aimé que cette patiente ait un scanner, qu'on réverse son Pradaxa, ou du moins qu'on en prenne compte, et puis qu'on l'oriente dans les bons services. Mais on fait avec les moyens qu'on a. Et tout le monde ici dans cette salle est bienveillant, du moins je l'espère. Et c'est là où on rejoint l'erreur et la faute, même s'il y a des fautes involontaires. Mais là, on n'est pas dans la faute volontaire, c'est-à-dire qu'il y a eu des erreurs de gens qui sont bienveillants, qui sont acteurs de soins et qui auraient bien aimé que cette patiente ressorte vivante et si possible rapidement de l'hôpital. Donc du coup, on ne va pas résumer la RMM à cette erreur et on est allé chercher un peu plus loin, ce sont les causes profondes. Les causes profondes, il n'y a pas 36 façons de les chercher. Il faut utiliser des outils. L'outil recommandé par l'HAS, c'est la grille Alarme. Je ne vais pas revenir dessus, elle est sur Internet, elle est bien détaillée. Il faut la lire plein de fois et puis l'utiliser vraiment en checkant tous les items. Alors l'idée, c'est quand on lit la grille Alarme, c'est de dire, voilà, j'ai des facteurs. Et comment est-ce qu'en modifiant ces facteurs, j'aurais pu prévenir l'erreur? Voilà les facteurs que j'ai retenus. D'abord, c'est un patient particulier. Il est âgé et il est sous AOD. Donc du coup, c'est un patient auquel je dois faire plus attention. Il doit avoir un parcours de soins particulier, et ça n'a pas été le cas. Il a un traitement particulier, ces AOD, ce cas, les AOD, ça nous embête tous. On avait du Préviscan, le Préviscan, on commençait tout juste de bien comprendre comment le réverser. L'INR, là, c'est bon, on avait bien compris. Et là, on nous balance les AOD, on ne sait pas très bien le doser. Quoi qu'à Vichy, on sait correctement le faire. Et puis, on ne sait pas très bien le réverser. Et ça, je crois que tout le monde sera à peu près d'accord avec ça. Donc, du coup, on a des erreurs et on le sait. Et alors là, je rejoins aussi le topo de Jean-Étienne Bazin, c'est-à-dire depuis que les AOD sont arrivés, on sait que les accidents avec les AOD vont arriver en masse. En masse, parce qu'aujourd'hui, les AOD sont prescrits en masse, puisqu'il ne faut plus prescrire de Préviscan. Et notre culture sur les AOD, elle reste quand même probablement insuffisante. Il y a une surcharge de travail. L'interne de traumato, il ne s'est pas déplacé parce qu'il était déjà au bloc sur le champ opératoire. Alors là, la surcharge de travail, on va systématiquement la retrouver dans la RMM et on rejoint le problème des moyens financiers. Le problème, c'est que je ne sais pas comment régler facilement cette surcharge de travail. Voilà, je n'ai pas la solution à proposer. Une communication défaillante. Très très souvent, dans ces RMM, on parlera de communication. Le patient est orienté par le bed manager parce qu'il y a un lit disponible, mais en fait, on n'a pas parlé du patient, on a parlé du lit. Et le problème, il résidait sûrement là. Le cardiologue qui a plus ou moins accepté, voire se fait imposer ce patient, il n'a pas compris dans quoi il se fourrait. Les traumatismes thoraciques, ce n'est pas son rayon, donc ça ne va pas. La politique de santé régionale, oui, on peut en parler aussi. Est-ce qu'il faut protocoliser à l'échelle régionale la prise en charge des traumatismes thoraciques? Je pense que oui, mais dans ce cas-là, on protocolise tout, mais surtout, il faut reconnaître que c'est un traumatisme thoracique grave. Et là, on revient un petit peu en arrière. Les barrières, on en a parlé. 3 types de barrières, avant, pendant, après. Avant l'événement indésirable, il y avait une barrière, c'était que ce patient aurait pu être connu comme grave puisqu'il arrivait avec une étiquette « je suis âgé, je prends des AOD ». Ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de protocole au sein des urgences pour prioriser ce type de patient. La récupération, elle arrive puisque finalement une dégradation respi amène à une hospitalisation en réanimation. Donc finalement, au bout d'un moment, on se rend compte quand même que c'est quelque chose de grave et on met en face les moyens nécessaires. L'atténuation, après l'événement indésirable, normalement c'est gestion du choc hémorragique, l'incident est là, je suis face à un traumatisme thoracique grave chez une patiente qui est en défaillance respiratoire, la patiente meurt. Il y a aussi de l'aléa thérapeutique, je veux dire, de toute façon, même avec des moyens optimum in fine, on n'arrivera pas à sauver tout le monde, mais évidemment c'est facile de dire ça quand on est à la fin ou au sommet de la chaîne, si on peut dire, en tant que réanimateur, on regarde tout de haut, on dit moi de toute façon en réanimation, les gens ils sont graves, la probabilité qu'ils meurent est élevée, mais il faut quand même se remettre en question et on pourrait se dire est-ce que j'aurais pu améliorer ma prise en charge de ce choc hémorragique, différer l'intubation en attendant une stabilisation hémodynamique, etc. Les recommandations, il y en a, voilà, mais bon, elles disent que les patients graves, il faut s'en occuper gravement, ok. Il faut les reconnaître. Et puis les gestions des anticoagulants oraux, ça se développe. Et c'était quand ce cas s'est produit, on était en 2021. Voilà.
Les actions d'amélioration, en fait, c'est ça où il faut passer du temps sur la RMM. Donc c'est pour ça que je vous dis, passez pas trop de temps sur la chronologie, parce que la chronologie, c'est celui qui fait l'enquête qui en est le garant. Donc il commence la RMM, comme j'ai fait, en vous disant, moi je vous garantis que je l'ai faite l'enquête. Si après les gens ne vous croient pas, c'est un autre souci. Mais si la RMM, c'est le lieu pour refaire la chronologie des événements, là ça ne va pas, parce que ça doit être indiscutable. Donc là, on a fait la chronologie des événements, je suis d'accord avec cette chronologie et je vous l'impose. Par contre, les actions, ça, on peut en discuter. Les actions, moi, je vous recommande de choisir des actions simples. Si l'action que vous choisissez à l'issue de la RMM, c'est je vous propose de former l'ensemble du personnel de l'hôpital médical et paramédical à la gestion des AOD et à la prise en charge des traumatisés thoraciques, on le sait qu'on ne le fera jamais et que ça ne marchera pas. Donc, je vais proposer des petites actions à mon échelle. Des petites actions, ça peut être mettre une gommette rouge sur le front des patients qui sont sous AOD. Voilà. Ça, c'est une petite action, mais on ne le fait pas, et en fait, ça suffirait probablement à régler une grande partie du problème des AOD. Voilà. Et ça, c'est une petite action qui ne coûte pas cher. Parfois, des actions peuvent être, on s'interdit certaines pratiques. On en est arrivé dans notre centre et dans des centres périphériques à dire, en fait, certains patients qui sont extrêmement graves, je ne les prends pas. Le neuro-lésé, le polytraumatisé, je ne le prends pas à Vichy parce que je n'ai pas de quoi m'en occuper. Et maintenant, c'est des recommandations, mais ces recommandations, elles sont nées de RMM, en fait. Parce que les gens faisaient des RMM, ils disaient, en fait, dès le début, on ne pouvait pas prendre en charge ce patient, on l'a quand même fait et ça n'a pas marché. Voilà. Alors, les actions que je propose, c'est vraiment celles qu'on a proposées à l'époque de cette RMM. C'est déjà, on va réaliser un protocole de traumatisme thoracique qui va commencer par qu'est-ce que c'est un traumatisé thoracique grave. Et ce protocole, je ne l'ai pas rédigé tout seul dans mon coin, je l'ai fait avec un urgentiste, et comme ça fonctionne, parce qu'on n'a évidemment pas les mêmes réalités. Donc, on l'a réalisé, et puis on l'a diffusé, on a fait des réunions avec le personnel médical de tous les services pour qu'on se l'approprie. Pareil pour les AOD, on est allé voir les biologistes nous ont dit, en fait, nous, on sait les doser, les AOD, mais c'est juste que vous ne nous le demandez jamais. Ok, et voilà, on va se mettre ensemble, on va voir comment on fait, et on fait ça sous un mois, on fait des actions à courte échéance. Et puis pareil, pour bien s'approprier les AOD, on s'est dit autant lier l'utile à l'agréable, et on a organisé en fait une soirée avec les laboratoires des AOD, et on a fait des topos sur la bonne gestion des AOD, et comme ça rentre un peu plus dans les esprits. Quand vous faites une RMM, vous n'êtes pas seul, il y a un service qualité, et ici représenté par Madame Couteau, et vous en avez dans chaque établissement, donc vous n'êtes pas obligé de faire votre RMM dans votre coin, et puis vous n'êtes pas obligé de faire toutes les RMM. Après, déléguer entièrement une RMM à son interne, je pense que ce n'est pas bien, parce qu'il n'a pas la légitimité pour dire voici la chronologie, et je vous la donne et on n'en discute plus. Donc il faut quand même que ça soit quelque chose qui soit seniorisé, mais on n'est pas obligé de la faire tout seul. La direction est aussi là pour vous aider dans les RMM, parce que vos plans d'action vont avoir souvent un volet financier. Et donc, on ne peut pas prendre des décisions de formation sans l'appui de la direction. Et n'hésitez pas à faire des RMM avec les autres services. Plutôt que de faire des RMM en convoquant, quand on est réanimateur, on a souvent quand même un lien étroit avec les urgences, en conviant les urgentistes à nos RMM, prenons les devants et organisons d'emblée des séances avec les urgentistes en sélectionnant les cas avec eux. Des petits tips and tricks sur les RMM si ça vous intéresse. Est-ce qu'il faut fixer à l'avance les dates des RMM? On s'était posé la question. C'est vrai que si on en fixe trop, on n'arrive pas à tenir un calendrier. Si on n'en fixe pas, on ne se force pas à choisir des cas. Donc nous, on avait choisi dans notre service, une fois par semaine déjà, d'au moins répertorier les cas qui pourraient nous intéresser à la prochaine RMM. Mais pour vous dire comment moi j'ai évolué dans ma pratique des RMM, c'est qu'avant j'en faisais une séance tous les 3 mois et une séance est égale un sujet. Et là, maintenant, en fait, on a tellement amélioré les choses en amont que lors d'une séance des RMM, ça dure 10 minutes la présentation des cas, donc on en fait 5. On en fait 4, 5, et puis voilà, parce qu'on a 1 heure de réunion. Et ça permet aussi de traiter plus de choses, d'être plus transversal. Si votre RMM sur un cas, elle dure 1 heure, c'est qu'il y a un souci. C'est trop long. Il faut inviter tout le monde. Et donc, je voulais vous poser la question, est-ce que parmi les infirmiers qui sont là dans cette salle, combien sont déjà allés en séance de RMM?
bon, ça montre quand même une attitude moderne, parce qu'il y a beaucoup de gens, alors je ne sais pas combien il y a d'infirmiers dans la salle, c'est peut-être le biais, mais en tout cas, évidemment, les infirmiers, mais aussi les aides-soignants, les brancardiers, les secrétaires, en fait, tout le monde doit être invité à la RMM. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir une grande salle. Dernier point, je le redis, c'est l'HAS qui le dit, ne mettez pas le compte-rendu de la RMM dans le dossier patient, il ne peut pas vous être exigé par le juge. Peut-être que, maître, vous aurez une objection à faire là-dessus. Mais voilà, les RMM sont un produit du service, et donc l'archivage, n'archivez que votre plan d'action, comme ça vous êtes tranquille. Et puis il faut se former à cette méthode alarme, CREX, comme ça on est plus efficace lors de la construction des RMM. Voilà, merci pour votre écoute. Alors on va avoir le temps pour une ou deux questions. Peut-être déjà demander donc à Maître Renou ou Maître Le Prêtre par rapport à la remarque, donc dans quel cadre, est-ce qu'il y a des cadres légaux où le juge peut être amené effectivement à saisir dans le déterminisme pénal, je dirais, notamment le contenu de la RMM? Non, c'est un document qui fait partie du service et qui n'est pas intégré au dossier médical du patient. Donc, il n'y a pas de... si vous voulez, le juge, notamment dans le cadre des expertises ou alors dans le cadre des enquêtes et des saisines de dossiers, ne saisit que le dossier médical. Et à partir du moment où ce document n'est pas intégré au dossier médical, ça n'est pas porté à la connaissance du juge. Excusez-moi Bertrand, pour compléter, le problème c'est que fréquemment quand il y a un accident grave, enfin, généralement un décès, on a tendance de plus en plus à dire à la famille mais on va faire une réunion et on parle de la RMM ou du CREX que l'on va faire. Et la famille attend des résultats. Il faut vraiment dire aux familles que la réunion elle va être faite pour éviter que ça reproduise et que le décès n'a pas eu lieu pour rien. Mais pas pour expliquer et pour retrouver des coupables. Parce que souvent la famille fantasme en disant je vais savoir qui est responsable du décès de mon proche. Ça, c'est très important. Tu peux te présenter, vas-y Yann. Yann Hayon, réanimateur à Poissy. On parle depuis ce matin d'événements indésirables graves, on parle beaucoup d'erreurs. Il y a des événements indésirables graves qui ne sont pas liés à des erreurs, qui sont tout simplement des événements inattendus. De même, on peut faire des RMM également sur des situations qui sont, on va dire, un peu, pas stéréotypées, mais par exemple, tout décès maternel amène à faire des RMM et des enquêtes. Je veux dire aussi par là qu'on peut apprendre de ces situations-là, prendre des éléments qui ont été bien faits et les faire fructifier. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher forcément à corriger des erreurs, mais on s'aperçoit que dans l'analyse de ce qui s'est déroulé, de ce que l'on a fait, eh bien finalement on a fait quelque chose de bien et peut-être qu'on peut en faire une protocole et en faire une bonne pratique, ce qui permettra d'éviter de faire des erreurs par ailleurs. C'est un élément, je pense, assez important de toutes ces analyses, que ce soit des retours d'expérience, des RMM ou d'analyse d'événements indésirables. Oui, l'APP, ça rentre dans le cadre des APP, entre guillemets. C'est tout à fait important, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres... on va passer... Merci beaucoup Thibault pour cette remarquable mise au point et je propose... Ah, pardon, une dernière question, excuse-moi. Je n'ai pas vu. Oui, bonjour, Michel Guédomard de Fréjus-Saint-Raphaël, je suis réanimateur. Dans l'examen et le compte-rendu des RMM, on arrive souvent à bien identifier les facteurs de détection, les facteurs causaux, etc. Par contre, on est beaucoup moins bon dans la résolution des facteurs humains et des problématiques des facteurs humains. Donc, l'anesthésie et réanimation en particulier s'est beaucoup inspiré de l'aviation et des problématiques d'accidentologie en aviation. Est-ce qu'il existe des formations ou des aides pour améliorer les facteurs humains en réanimation qui sont probablement dans les prises en charge des organisations très critiques qui nécessitent beaucoup l'amélioration dans la communication, la détection, la préparation des problématiques ou des procédures critiques. Donc, est-ce qu'il y a des aides dans la résolution des problématiques de facteurs humains que vous connaissez ?
Alors, à l'hôpital de Vichy, on a été formé sur les CREX justement par des anciens de l'aviation, d'Air France, et donc évidemment il y avait un gros volet sur la gestion des facteurs humains, la reconnaissance des facteurs humains comme pouvant être à l'origine d'erreurs. Donc je dirais oui, en se formant, en faisant des formations spécifiques sur les CREX, normalement il y a un volet facteurs humains. Un petit bémol avec le parallèle avec l'aviation, c'est que le pilote, lui, la différence, c'est que s'il y a un gros problème, il va mourir avec les passagers. Donc du coup, c'est vrai qu'ils ont une culture qui est hyper forte et ils mettent toujours en parallèle, je dis pour le reste de l'Assemblée, on met toujours en parallèle l'aviation, finalement, et ce qu'on fait en médecine. Mais enfin, l'hôpital, c'est quand même un process qui est un petit peu plus complexe que le fonctionnement de l'aviation, où maintenant tout est automatisé. Donc c'est normal qu'il y ait quand même un peu plus d'accidents en médecine que dans les aéroports. Merci Thibault.